Voici le mur de Berlin. Une frontière impénétrable érigée en 1961 par une dictature, la République démocratique allemande, plus connue sous le nom d'Allemagne de l'Est. Pendant près de 30 ans, le mur a déchiré la capitale allemande, symbolisant la division entre le monde capitaliste et le monde communiste. Mais le soir du 9 novembre 1989, le mur est tombé. Il n'y a plus de rideau de fer entre les deux Allemagnes. The wall has suddenly become irrelevant. 28 ans après, les deux côtés se retrouvent. Mais comment est-on arrivé à cette soirée historique qui pour beaucoup a marqué la fin de la guerre froide ? Car en préparant cet épisode, j'ai réalisé qu'on connaissait finalement assez mal ce mur de Berlin. Pourquoi est-ce que l'Allemagne de l'Est s'est retrouvée obligée de laisser sa population détruire le mur sans réagir ? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a construit ce mur ? Comment est-ce qu'il fonctionnait ? Bref, autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre pour comprendre cette folle soirée du 9 novembre 89. Installez-vous confortablement, puisqu'aujourd'hui, on part pour Berlin-Est. Mais avant de poursuivre, je suis très content de vous présenter le partenaire de cet épisode, Histoire et Civilisation. On me demande souvent de vous conseiller des livres et c'est selon moi une très bonne chose de dépasser le format vidéo, puisque la meilleure manière de s'informer sur un sujet et d'aller en profondeur, c'est le format papier. Mais j'ai aussi conscience que quand on s'intéresse à l'histoire, on n'a pas forcément le temps. On n'a pas forcément le temps de se plonger dans des gros pavés comme ça, parfois un peu techniques. C'est pourquoi il existe un entre-deux, le magazine, et Histoire et Civilisation est sans conteste l'un des meilleurs à parcourir. Édité par Le Monde et National Geographic, tous les mois le magazine vous fait voyager à travers 5000 ans d'histoire de l'Antiquité à nos jours. Parce que oui, ici je suis très 20e siècle, mais je vous jure, il y a plein d'autres périodes passionnantes à découvrir. Au fil de dossiers captivants, le magazine traite de toutes les périodes à travers des événements, des civilisations et des personnages historiques qui ont marqué leur époque. L'une des grandes qualités du magazine, c'est la richesse de son iconographie. Chaque numéro regorge de cartes détaillées, d'illustrations et de photos. Ils ont par exemple sorti en juin dernier un dossier spécial pour les 80 ans du débarquement en Normandie, abordant différentes facettes de l'opération, dont des moins connues et plus controversées, comme celle des bombardements alliés. Chaque numéro comporte aussi plusieurs rubriques. Dans le numéro de juin, une était consacrée à l'Okhrana, la police secrète des tsars de Russie, que j'avais abordé dans une précédente vidéo. J'y ai par exemple appris qu'il y aurait d'après certains spécialistes une possibilité pour que le jeune Staline ait travaillé pour elle. D'autres rubriques sont consacrées à des personnages historiques, d'autres font le lien entre le passé et notre époque, ou encore traitent des dernières découvertes archéologiques. En cliquant sur mon lien en description, vous profiterez d'une remise de 10% avec le code promo LFH24. Vous recevrez le magazine au format papier et numérique. 11 numéros et 2 hors-série sont publiés chaque année. Vous aurez également accès au site Histoire et Civilisation et tous les services numériques, comme les plus de 500 podcasts Storia Voce, ou encore les anciens numéros au format numérique pour enrichir vos connaissances où que vous soyez. Sachez aussi que chaque nouvel abonnement me soutient, donc merci à vous et merci à Histoire et Civilisation de soutenir cet épisode. Ok, alors vous savez, le sacro-saint contexte, pour tout comprendre, il faut revenir quelques années en arrière avant la construction du mur. En 1945, la guerre s'achève enfin en Europe. Mais pour anéantir Hitler et les nazis, il a fallu anéantir l'Allemagne. Le pays n'est plus qu'un champ de ruines, un chaos indescriptible dans lequel les vainqueurs du nazisme se partagent ce qu'il reste du Troisième Reich. Conformément à ce qui avait été décidé entre les Alliés, l'Allemagne se retrouve divisée en 4 zones d'occupation. À l'ouest, une zone américaine, française et britannique, et à l'est, une zone soviétique. Pour ce qui est de Berlin, pourtant au cœur de la zone soviétique, elle est elle aussi divisée en 4 zones d'occupation. L'armée soviétique évacue la partie ouest de la ville pour y laisser s'y installer les troupes occidentales. Et c'est ce petit morceau du monde libéral au cœur du monde communiste qui va faire de Berlin l'un des points les plus chauds de la guerre froide. Alors qu'à l'ouest, largement soutenue par les États-Unis et son plan Marshall, l'Allemagne se reconstruit rapidement et son économie se développe à toute vitesse, à l'est c'est un peu plus compliqué. La zone soviétique se reconstruit plus lentement car les dégâts ont été plus importants et le gros de la production est envoyé directement en Union soviétique. Et ça, sans parler du fait que la population vit plutôt mal la mise en place forcée du communisme. Beaucoup vont donc sans surprise chercher à fuir pour y trouver une vie meilleure.
Problème, un véritable rideau de fer, comme disait Churchill, s'est abattu sur l'Europe après la guerre. Et passer à l'ouest, en passant par la frontière qui sépare les deux Allemagnes, est devenu pratiquement mission impossible. L'un des seuls moyens de passer à l'ouest se trouve donc à Berlin. À l'époque, bien que divisé entre Est et Ouest, tout le monde peut passer d'un côté ou de l'autre. Il y a même des lignes de métro qui relient Berlin-Est à Berlin-Ouest. Pour quitter la zone soviétique, il suffit de se rendre à Berlin-Ouest, d'où l'on peut rejoindre l'Ouest par le train, l'avion ou par 3 autoroutes spéciales. Et comme personne ne peut les en empêcher, ce sont des dizaines puis des centaines de milliers de personnes qui s'enfuient à l'Ouest. Et ça, il y a un homme à qui ça ne plaît pas, c'est Staline. Au mois de juin 1948, c'est la première grande crise de la guerre froide qui touche Berlin. Staline décrète un blocus sur Berlin-Ouest. Plus personne ne peut entrer ou sortir de la ville. Mais pas encore de mur. L'armée soviétique se contente de bloquer les routes et d'encercler la ville. Mais malgré un blocus qui asphyxie Berlin, elle va tenir pendant presque un an grâce à un immense pont aérien qui ravitaille la ville. En tout, 2,5 millions de tonnes de nourriture ou encore de charbon sont larguées sur Berlin. Après presque un an de blocus, Staline est forcé de reconnaître son échec et lève le blocus le 1er mai 1949. Juste après, les zones d'occupation sont remplacées par 2 États. La République fédérale d'Allemagne, la RFA à l'ouest, et la République démocratique allemande, la RDA, un pays communiste sous influence soviétique. Les deux pays suivent alors 2 chemins très différents. Avec la guerre froide, ce sont maintenant 2 mondes qui s'opposent, le libéralisme contre le communisme. Si la RFA continue de se développer, la RDA rattrape elle difficilement son retard. Le pays est une dictature dirigée par le SED, le Parti socialiste unifié d'Allemagne, des communistes aux ordres de Moscou. Oh, et pour Berlin, eh bien, comme pour le reste de l'Allemagne, les zones d'occupation de Berlin disparaissent pour laisser place à une ville coupée en 2. Berlin-Est, rattaché à la RDA, et Berlin-Ouest, devenu une enclave de la RFA. À partir de là, il est clair pour l'Union soviétique et pour le gouvernement d'Allemagne de l'Est que Berlin-Ouest pose un sérieux problème, puisque, sans surprise, les gens vont continuer de s'enfuir. Dans les années qui suivent, la fuite de milliers d'Est-Allemands continue, dont beaucoup sont d'ailleurs des ingénieurs ou des ouvriers qualifiés. Bref, à ce rythme, il n'y aura bientôt plus personne en RDA pour reconstruire le pays. Entre 1949 et 1960, ce sont environ 3 millions d'Allemands de l'Est qui passent à l'Ouest. Sur une population initiale de seulement 18 millions d'habitants, c'est colossal. Il faut donc pour les dirigeants soviétiques trouver une solution. C'est là qu'intervient le successeur de Staline, Nikita Khrouchtchev. En 1958, il lance un ultimatum aux Occidentaux pour obliger les troupes occidentales à quitter Berlin-Ouest. Sauf que, sans surprise, les troupes américaines n'ont pas tellement envie de partir, et les habitants de Berlin-Ouest n'ont pas tellement envie non plus de vivre en dictature. Malgré 2 sommets, un à Genève et un à Paris, qui rassemblent Américains, Britanniques, Français et Soviétiques, aucune solution n'est trouvée. Vous noterez d'ailleurs qu'on ne donne la parole ni à la RFA ni à la RDA, ce qui montre bien que ce sont juste des pions au milieu d'un conflit qui les dépasse. Et l'arrivée au pouvoir du président Kennedy en 1961 n'arrange rien. Il déclare que les États-Unis défendront Berlin-Ouest quoi qu'il arrive. On en est à se demander si la 3e guerre mondiale ne commencerait pas à Berlin. Mais heureusement pour tout le monde, Khrouchtchev veut éviter la guerre avec l'OTAN. Pour autant, on commence à se dire qu'il serait peut-être temps de régler définitivement le problème de Berlin-Ouest, qui est une véritable épine dans le pied de la RDA. Officiellement, le dirigeant est-allemand, Walter Ulbricht, prétend n'avoir aucune intention d'ériger une frontière physique pour enfermer Berlin-Ouest. Die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Mais en coulisses, il se passe tout l'inverse. En fait, ça fait un moment qu'il demande l'aval de Khrouchtchev pour ériger un mur. Alors, souhaitant clore le problème de Berlin, Khrouchtchev, qui profite du fait que Kennedy soit à ce moment affaibli par l'échec du débarquement de la baie des Cochons à Cuba, il décide de prendre les devants et d'accéder à la demande d'Ulbricht. S'il ne peut pas mettre la main sur Berlin-Ouest, il n'a qu'à la couper du monde. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961,
Berlin-Ouest se retrouve soudainement entouré par 150 km de barbelés. Du jour au lendemain, plus personne ne peut traverser la limite entre Est et Ouest. Des familles, des amis se retrouvent séparés. Certains enfants ne peuvent plus rejoindre leurs écoles, pendant que les adultes ne peuvent plus non plus se rendre à leur travail. Les lignes de métro qui reliaient les deux parties de la ville sont rapidement bouchées, et ordre est donné de tirer à vue sur tous ceux qui essaieraient de passer de l'autre côté. D'un coup, le terme rideau de fer, qui séparait le bloc de l'Ouest du bloc de l'Est depuis 1945, vient de brusquement prendre un sens très concret. Il devient assez rapidement évident que ce mur n'est pas qu'un mur, c'est une ceinture, un fossé entre deux mondes. Bon, même si au début c'est surtout une simple ligne de barbelés avec quelques blocs de béton que beaucoup ne vont d'ailleurs pas hésiter à sauter dans les premiers jours. Mais dans les semaines et les mois qui suivent, les barbelés disparaissent et de nouveaux blocs de béton sont posés, et un véritable mur prend forme. Long de 155 km, il encercle Berlin-Ouest, ne laissant qu'une dizaine de points de passage, comme le fameux checkpoint Charlie, pour permettre aux rares personnes, comme les diplomates, de passer de l'autre côté. Sans surprise, la décision de construire un mur a immédiatement fait s'aggraver les tensions déjà fortes entre Est et Ouest. Le maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt, dénonce ce qu'il appelle le mur de la honte, et va même jusqu'à faire la comparaison avec les clôtures de camps de concentration. Les troupes américaines basées à Berlin-Ouest se retrouvent soudainement encerclées, alors le ton monte. Mais Kennedy refuse catégoriquement d'abandonner Berlin-Ouest. La crise atteint son paroxysme le 27 octobre 1961, au niveau du poste de contrôle Checkpoint Charlie, lorsque des gardes est-allemands refusent l'entrée à un diplomate américain d'entrer à Berlin-Est. La situation dégénère au point que les chars américains et soviétiques sont déployés et vont se faire face pendant 24 heures, avant de finalement se retirer sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Visiblement, non, la Troisième Guerre mondiale ne commencera pas à Berlin. Les Américains ont compris que Khrouchtchev ne cherche pas à faire la guerre et qu'il ne veut pas non plus forcer les Américains à quitter Berlin. Car le mur, aussi imparfait soit-il, permet de geler le problème de Berlin-Ouest. La tension retombe donc, et la crise de Berlin semble clos. Même si tout au long de la guerre froide, des tensions réapparaîtront, comme lors de la crise des missiles de Cuba en 62 ou lors de la crise des euromissiles dans les années 70. Berlin va d'ailleurs devenir dans ces années-là un immense terrain de jeu pour les services des renseignements des deux blocs. Mais au final, la guerre tant redoutée n'aura jamais lieu, et c'est sans doute bien mieux comme ça. La situation à Berlin va donc rester figée, et ce mur de la honte va continuer de couper Berlin en deux pendant encore de longues années. Nous voilà désormais dans les années 80. Depuis les années 60, l'Allemagne de l'Est a largement rattrapé son retard pour devenir la première puissance du bloc communiste avec l'Union soviétique. La RDA et surtout Berlin-Est sont devenus une véritable vitrine du socialisme. Tout le monde est logé dans des barres d'immeubles identiques, le sport et la culture sont valorisés, l'éducation et les soins sont gratuits et largement accessibles pour tous, et il n'y a presque aucun chômage. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi aujourd'hui certaines personnes regrettent cette période où tout était plus simple. C'est ce qu'on appelle l'ostalgie, la nostalgie de l'Est. Sauf que ça, c'était les bons côtés de la RDA. Car l'Allemagne de l'Est reste une dictature, sans démocratie ni liberté d'expression, et avec une population étroitement surveillée par la redoutable Stasi, la police politique est-allemande dont les rumeurs racontent qu'elle aurait mis sur écoute presque toute la population. Et tout opposant au régime est lourdement sanctionné. Les citoyens de RDA doivent vivre aussi avec les pénuries, et malgré une égalité apparente, de nombreux privilèges étaient accordés aux membres importants du parti. La RDA est aussi devenue l'un des pays les plus militarisés du bloc communiste, car si l'Ouest venait à attaquer, l'Allemagne de l'Est aurait été en première ligne. Et pour ce qui est du mur, il est toujours là, même si vous allez le voir, il a pas mal évolué. D'ailleurs, ce mur, je me suis rendu compte que j'avais un peu de mal à voir à quoi est-ce qu'il ressemblait vraiment. Car faut avouer que décrire le mur, c'est compliqué. Déjà parce qu'il a beaucoup changé entre les années 60 et les années 80. Il est passé d'une ligne de barbelés à un mur en béton, puis à, on va le voir, ce qui était en fait deux murs dans les années 70.
A noter aussi que sur 155 km, le mur n'était pas identique partout. Par exemple, l'image que l'on a du mur avec ses graffitis, c'est en fait la partie ouest. Mais comment est-ce que c'était depuis l'est ? Eh bien, voici ce que vous auriez dû traverser si vous étiez un Berlinois de l'Est voulant passer de l'autre côté. Déjà, avant même d'atteindre le mur, tous les bâtiments qui donnent dessus ont été vidés de leurs habitants et les fenêtres murées pour empêcher tout risque d'espionnage. Le mur en lui-même débute par un mur en béton. De l'autre côté, un no man's land de quelques mètres sépare le mur d'une barrière électrique qui déclenche une alarme si on la touche. Derrière se trouve une rangée de pics métalliques pour transpercer les pieds de celui qui aurait réussi à aller jusque-là. Ensuite, il faut faire face à ceux qui défendent ce mur, les Grenztruppen, les troupes frontalières de la RDA. Toute la zone est parcourue par des patrouilles à pied ou motorisées. Certains ont des chiens de garde capables de se faufiler pour attaquer les fuyards. Le mur est doté d'environ 300 tours de contrôle et 90 miradors, dont les soldats surveillent et ont ordre de tirer à vue sur quiconque tenterait de franchir le mur. Si vous êtes arrivé jusque-là, félicitations, vous êtes à la moitié. Car ensuite, c'est un autre no man's land qui vous attend. On l'appelle le couloir de la mort. Éclairé par des lampadaires, son sol est fait de sable, ce qui le rend impossible à traverser sans laisser des traces de pas. Certains de ces endroits peuvent aussi être piégés par des mines anti-chars et anti-personnel. On y trouve aussi parfois un fossé avec ce qu'on appelle des hérissons tchèques, censés empêcher l'avancée de véhicules dans le cas où l'OTAN tenterait de franchir le mur par la force. Et enfin, le dernier rempart avant Berlin-Ouest, un immense mur en béton de 3,6 mètres de haut. Un mur dont la surface a été volontairement rendue lisse et dont le rebord au-dessus arrondi pour empêcher de l'escalader. Pourtant, aussi effrayant qu'il puisse paraître, on va dénombrer de très nombreuses tentatives pour franchir le mur. Si beaucoup ont tout simplement réussi à escalader le mur et à traverser le no man's land en échappant aux gardes, d'autres ont usé de méthodes un peu plus originales, comme creuser des tunnels, se cacher dans le coffre d'une voiture, et même par les airs, en ULM ou en montgolfière, ou encore à la nage, en traversant le fleuve de la Spree qui passe à travers Berlin. Entre 1961 et 1989, environ 5000 Est-Allemands ont réussi à passer à l'ouest, mais beaucoup n'ont pas eu cette chance. Comme Ida Zickmann, la première victime du mur, morte en sautant de son appartement. Ou bien Peter Fechter, dont la mort choqua l'opinion publique de l'époque. En essayant de franchir le mur, il avait été touché par balle et était tombé dans le couloir de la mort, où les gardes l'ont laissé se vider de son sang pendant 1 heure sous les yeux des passants. Ou encore Winfried Freudenberg, la dernière victime du mur, mort de froid dans le ballon dirigeable qu'il avait lui-même fabriqué. Aujourd'hui, on ignore encore exactement le nombre de personnes qui ont perdu la vie en tentant de fuir la RDA. Certaines estimations parlent d'environ 588. Bon, voilà, j'ai mis un peu de temps pour poser le contexte, mais ça me semblait important pour comprendre pourquoi le mur avait été construit, et aussi ce que ça faisait de vivre dans cette ville coupée en deux. Quoi qu'il en soit, la décision d'ériger le mur restera comme un aveu de faiblesse de Khrouchtchev, symbolisant l'échec du modèle communiste que l'URSS tentait d'imposer à la RDA depuis 1949, et qui n'a fait que provoquer la fuite de sa population. C'est d'ailleurs ce que rappellera le président Kennedy lors de sa visite à Berlin le 26 juin 1963. As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. En dehors du célèbre Ich bin ein Berliner, il en a profité aussi pour lancer une jolie pique à destination des régimes communistes. Notre démocratie n'est pas parfaite, cependant, nous n'avons jamais eu besoin d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Et bim. Malgré les très nombreuses critiques et les différentes périodes de détente et de tension qui vont jalonner la guerre froide, jamais il ne sera vraiment question de faire tomber le mur. Jamais jusqu'à ce que cet homme arrive au Kremlin, Mikhail Gorbatchev. Lorsque Gorbatchev arrive à la tête de l'Union soviétique en 1985, l'URSS traverse déjà depuis quelques années une crise profonde. Depuis les années 70, son économie est au point mort et sa population souffre de nombreuses pénuries, alors qu'au même moment, les dépenses militaires explosent
avec l'enlisement de l'armée soviétique en Afghanistan et avec le retour d'une course aux armements avec les États-Unis qui va épuiser l'URSS. Le pouvoir soviétique n'a donc plus le choix et doit faire des réformes. Pour ça, Gorbatchev transforme profondément l'Union soviétique de l'intérieur, avec d'abord une réforme économique et sociale avec la politique de la perestroïka et une promesse d'une plus grande liberté d'expression avec le glasnost. À l'extérieur, le rapport de l'URSS change aussi vis-à-vis des autres pays du bloc communiste, qui perdent en partie le soutien de l'Union soviétique, mais en contrepartie gagnent plus d'indépendance. Pour simplifier, il estime que les pays communistes doivent se réformer par eux-mêmes, et que les soviétiques doivent se concentrer sur leur pays en priorité. Et enfin, Gorbatchev c'est également le rapprochement avec l'Occident, et notamment le grand rival américain. Le rideau de fer qui séparait l'Europe commence à s'effriter, et on commence à se dire qu'il pourrait même devenir à terme une frontière comme une autre. En 1988, le président américain Reagan, qui participera grandement à la chute de l'URSS, provoque son homologue soviétique en l'invitant à abattre le mur. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Et 1989 sera l'année où tout va basculer. Les changements qui ont lieu en Union soviétique inspirent tous les peuples des autres pays communistes, comme la Pologne, qui devient au mois de juin le premier pays à organiser une élection où sont admis d'autres partis politiques, dont les résultats mettent fin à la domination communiste dans le pays. Un vent de liberté est en train de souffler sur les pays du bloc communiste. En août, c'est la Hongrie qui devient le premier pays à fissurer le rideau de fer, en ouvrant sa frontière avec l'Autriche. On est alors en plein été, et 660 Est-Allemands en vacances dans la région en profitent pour passer à l'ouest. Et très vite, la nouvelle se propage, et ce sont maintenant plus de 200 000 citoyens de la RDA qui se ruent à la frontière hongroise pour eux aussi tenter de passer en Autriche. 50 000 d'entre eux vont réussir. Juste après, c'est la Tchécoslovaquie qui abat à son tour le rideau de fer et ouvre sa frontière avec la RFA. Les régimes communistes imposés de force à la fin de la guerre se fissurent, et maintenant que l'URSS est affaiblie, les gens n'ont plus peur de voir les chars soviétiques débarquer pour ramener l'ordre, comme lors de la révolution hongroise de 1956. Pendant ce temps, en Allemagne, le dirigeant de la RDA, Erich Honecker, est très inquiet par la reprise de la fuite des Est-Allemands. En plus de ça, il apprécie moyennement le rapprochement de Gorbatchev avec l'Occident, dont la RFA d'Helmut Kohl. Car, il le sait, son régime est de plus en plus fragile. Ça fait maintenant une dizaine d'années que l'économie de la RDA stagne, et que le pays ne produit plus assez et qu'il n'arrive plus à innover. Ça, couplé au ras-le-bol de l'autoritarisme, à la toute-puissance de la Stasi et au refus du pouvoir de faire des réformes, la population est-allemande se met naturellement à réclamer du changement. Surtout que même si les gens ne peuvent pas passer à l'ouest sans autorisation, le pays n'est pas coupé du monde pour autant. La RDA, ce n'est pas vraiment la Corée du Nord. Les gens savent ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. Ils y ont de la famille, ils captent la radio et la télévision d'Allemagne de l'Ouest. Par conséquent, ils savent que la situation économique de la RDA est au plus mal, alors que la RFA a elle réussi à devenir une puissance européenne. Parce que oui, en 89, la RDA est surendettée et au bord de la faillite. Et du coup, comme maintenant les soviétiques font beaucoup moins peur, l'idée de changer de système commence à germer. Au mois de septembre, de premiers groupes d'opposition se forment au sein d'églises protestantes. Pourquoi les églises ? Parce qu'elles jouissent d'une certaine autonomie en RDA. Les gens peuvent s'y rassembler librement sans avoir peur de se faire arrêter. Ensemble, ils forment un mouvement baptisé le Nouveau Forum qui va rapidement s'étendre. Alors, lorsque le 7 octobre, la RDA fête en grande pompe son 40e anniversaire, Gorbatchev, en visite à Berlin pour l'occasion, fait comprendre en coulisses à Honecker qu'il ne soutiendra pas le régime est-allemand en cas de révolution. Voilà ce qu'il dit devant la presse. Ça veut clairement dire, quoi qu'il arrive, je lèverai pas le petit doigt. Oui, ça commence à puer. Naturellement, ces propos de Gorbatchev vont amplifier le mouvement. L'Allemagne de l'Est maintenant avec le plus spectaculaire, des milliers de manifestants, des dizaines de milliers de manifestants, en ce moment même, je vous l'ai dit au début du journal, à Leipzig et puis partout ailleurs dans le pays. Pendant tout le mois d'octobre, une vague de protestations déferle sur la RDA.
Des rassemblements ont lieu tous les lundis à Leipzig qui réunissent de plus en plus de monde sans que la Stasi ne puisse intervenir. En l'espace de 3 semaines, il passe de 70 000 à 300 000 manifestants. Pourtant, Honecker refuse de reconnaître la crise et d'entreprendre des réformes. Il préfère fermer les yeux et considérer ce début de révolte comme de la propagande occidentale. Toujours dans le déni, même le chef de la Stasi, Erich Mielke, préfère lui aussi ne pas écouter ses agents, qui sont pourtant en train de l'alerter sur un risque élevé d'insurrection populaire. De l'autre côté du rideau de fer, le président américain Bush met la pression sur le gouvernement de RDA en déclarant que Berlin doit être la prochaine à ouvrir sa frontière. Il déclare « Let Berlin be next ». Mais, encore une fois, Honecker refuse d'admettre que l'Allemagne de l'Est est en crise. Pour lui, il est toujours inconcevable de lâcher du lest en offrant plus de liberté à sa population. En fait, il va même faire tout l'inverse. Pour arrêter la fuite des Est-Allemands, toujours plus nombreux à fuir la RDA, il prend la décision, début octobre, d'imposer à ses citoyens un visa s'ils souhaitent sortir du pays, y compris pour se rendre dans un autre pays du bloc communiste. Autrement dit, plus personne ne peut sortir du pays sans autorisation. Vous vous en doutez, cette mesure ne va faire qu'aggraver la colère. Les manifestations vont continuer et malgré la répression féroce de la police et de la Stasi, plus rien ne semble pouvoir arrêter le mouvement. Le 9 octobre, Honecker menace de répondre, je cite, à la chinoise, en référence à la manifestation de Tiananmen qui vient d'être écrasée à Pékin. Honecker va même demander l'aide de l'armée soviétique stationnée en RDA. Mais Gorbatchev va refuser. Il ne veut pas intervenir dans cette crise. L'autre événement de la journée, un événement historique, disent déjà certains observateurs, c'est le changement d'homme, peut-être de politique, à la tête de la RDA. Le numéro 1 est-allemand, Erich Honecker, renversé, il quitte le pouvoir officiellement pour des raisons de santé, mais il avait été lâché il y a quelques jours par le bureau politique du Parti communiste. Les raisons de santé donc ne trompent personne. Au pied du mur, Honecker est destitué par le Politburo le 18 octobre, après avoir passé 18 ans au pouvoir. Son remplaçant, Egon Krenz, va donc tenter de calmer la situation en annonçant des réformes économiques. Oui, juste des réformes économiques. À ce moment, il faut bien se rendre compte que personne n'envisage sérieusement l'ouverture des frontières, d'abattre le mur, et encore moins la disparition de la RDA. Mais il est déjà trop tard. 1 million, comme à Pékin, place Tiananmen, les dirigeants de RDA avaient alors applaudi à la répression. Aujourd'hui, ils sont 1 million à Berlin-Est. Le 4 novembre, 1 million d'Est-Allemands manifestent dans les rues de Berlin-Est, où ils sont pour la première fois rejoints par des dissidents du Parti communiste. C'est la plus grande manifestation organisée contre le régime, et dans la foulée, plusieurs ministres et hauts fonctionnaires démissionnent. Un mur qui n'en finit pas de se fissurer. À Prague, les réfugiés est-allemands libérés de toute formalité prennent les trains d'assaut. 6 000 en une seule journée à passer la frontière vers l'Allemagne de l'Ouest. Les promesses d'Egon Krenz arrivent trop tard, disent-ils. Qui sait quand l'hémorragie s'arrêtera? De Berlin-Est à Prague, l'histoire s'est emballée comme un train fou, dont on ne sait plus très bien ce soir où il va. Krenz, acculé, décide alors qu'il est temps de suivre la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Il est temps d'ouvrir la frontière entre Est et Ouest. Nous sommes le matin du 9 novembre 1989. Ce jour-là se tient une réunion qui réunit Krenz et le reste du nouveau Politburo qui a succédé à Honecker. L'ordre du jour est à la base de discuter de l'ouverture de la frontière entre la RDA et la Tchécoslovaquie. Mais très vite, les discussions vont évoluer et le Politburo va finir par prendre une décision beaucoup plus radicale. À la fin de la réunion, ils tombent d'accord pour que n'importe quel citoyen est-allemand, muni d'un passeport et d'un visa, puisse quitter la RDA sans restriction, y compris pour se rendre à l'ouest. La mesure doit entrer en vigueur le lendemain. Alors on décide d'organiser le soir une conférence de presse pour annoncer la nouvelle. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Il est 18h53 ce 9 novembre. Et voici Günther Schabowski, le porte-parole du comité central, qui fait face à une armée de journalistes. Problème, il n'a pas assisté à la réunion du matin, et a reçu un document résumant toutes les nouvelles réglementations à annoncer, un peu au dernier moment.
Durant la conférence de presse, il fait donc plusieurs annonces, dont la décision prise ce matin d'ouvrir les frontières de la RDA. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR bzw. die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Bon, déjà l'annonce, elle semble tellement grosse qu'on lui demande de répéter plusieurs fois. Parce que faut avouer que personne s'attendait à ce qu'on annonce que les frontières de la RDA allaient être ouvertes. Juste après, il est questionné par deux journalistes, un Italien et un Américain, qui lui demandent « Ok, vous allez ouvrir les frontières, c'est bien, mais quand exactement ?» C'est là qu'il commet une grosse erreur. Alors en direct à la télévision, Schabowski, qui pour rappel n'a pas assisté à la réunion et qui vient d'être lâché devant la presse sans avoir eu le temps de lire le dossier qu'il a entre les mains, leur répond « Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. » Ah, dans son dossier, c'était bien écrit que la décision devait entrer en vigueur le lendemain, soit le 10 novembre, mais il l'avait pas lu. Cette annonce, complètement inattendue, fait l'effet d'une bombe. En quelques minutes, l'information traverse l'Allemagne et arrive dans les capitales occidentales. La RDA ouvre ses frontières. Germany announced today it is opening its borders, allowing its citizens to go anywhere they wish. It is perhaps the most important announcement made in Central Europe since the end of World War II, certainly since the wall went up in 1961. 2 heures à peine après l'annonce de Schabowski, les Berlinois de l'Est se précipitent par milliers le long du mur. Face à une foule de plus en plus nombreuse, les gardes-frontières sont dépassés. D'autant qu'ils n'ont reçu aucun ordre, car leurs supérieurs n'ont tout simplement pas été mis au courant de la décision d'ouvrir la frontière. Alors, à 23h30, Harald Jäger, responsable du point de contrôle de Bornholmer Strasse, finit par renoncer à canaliser la foule et ordonne l'ouverture du point de contrôle. Et dans les minutes qui suivent, ses collègues aux autres portes du mur font la même chose. Aussitôt, c'est une immense foule qui s'engouffre à l'intérieur du No Man's Land qui déchirait Berlin depuis 28 ans. Le chaos et l'incompréhension se mêlent au bonheur des Berlinois qui peuvent enfin se retrouver. On grimpe sur le mur, on sabre le champagne et la fête dure plusieurs jours. Il avait fallu une nuit pour ériger le mur, il n'en faudra qu'une pour le faire tomber. 28 ans après, les deux côtés se retrouvent. À pied, en vélo, en voiture Trabant, ceux de l'Est entrent à l'Ouest. Leur liberté est totale, on offre du champagne et du coca. Dans les jours qui suivent, chacun vient avec sa pioche ou sa masse pour casser le mur et emporter avec soi un morceau d'histoire, ou pour alimenter un juteux business à touristes. Puis après, ce sont les pelleteuses de chantier qui achèvent le travail pour abattre le mur de la honte. Pour beaucoup de gens de l'époque, dont de nombreux journalistes, la chute du mur a été perçue comme un événement écrit d'avance, comme si c'était ce que l'on appelle généralement le cours de l'histoire. Sauf qu'analyser un événement de cette façon, c'est à la fois très humain, mais aussi très simpliste, puisqu'on l'a vu, la réalité est beaucoup plus complexe. Car il y a tout un contexte qui a précédé la chute du mur. Le long déclin de l'URSS, la politique d'assouplissement de Gorbatchev, les manifestations qui ont secoué la RDA pendant des mois, des tensions dans les autres pays de l'Est, et aussi parfois une gaffe en direct à la télé. Car autant vous dire que la révolte des Est-Allemands a largement profité de la souplesse de Gorbatchev qui a refusé d'intervenir. Parce que si ça avait été Staline, ça se serait réglé différemment, à grands coups de char de l'armée rouge, et le résultat aurait très certainement pas été le même. En moins d'une semaine, 4 millions d'Est-Allemands passent à l'Ouest. Ce qui s'est passé à Berlin inspire rapidement tous les peuples des régimes communistes en Europe. En Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, en Roumanie, tous les régimes satellites de l'Union soviétique tombent les uns après les autres. Mais la RDA, elle est toujours là. Bon, tout le monde a bien compris qu'elle est dans un sale état, et qu'elle ne va pas durer très longtemps si elle n'est pas réformée d'urgence, mais elle est là. C'est le début de la difficile question de la réunification entre les deux Allemagnes. Mais bien qu'au final on pensait qu'elle prendrait des années, la réunification va se décider en seulement quelques mois.
Lorsque le mur est tombé, les Américains vont sans surprise se réjouir de cet événement, qui pour eux acte un peu plus la fin de la guerre froide. En RFA, le chancelier Helmut Kohl est lui bien décidé à réunir l'Allemagne au plus vite. Le 28 novembre, soit quelques jours à peine après la chute du mur, il présente devant le Parlement ouest-allemand un plan de réunification en 10 étapes. Mais on lui a rapidement fait comprendre de pas trop s'enflammer, puisque la France et le Royaume-Uni, qui sont en ce moment les deux grandes puissances en Europe, sont un peu moins enthousiasmés par la chute du mur. Au Royaume-Uni, Margaret Thatcher craint que si l'Allemagne ne se réunit, elle ne retombe dans ses vieux travers, comme le nationalisme, qui ont déjà conduit à 2 guerres mondiales. Pour elle, la RDA doit se réformer et devenir une démocratie, mais doit rester indépendante. En France, le président Mitterrand est un peu plus nuancé. En fait, il est ouvert à la réunification, mais a peur que l'Allemagne réunifiée ne devienne un géant économique, et ne dépasse la France qui était alors la première puissance européenne. Bon, spoiler, c'est un peu ce qui s'est passé. Et enfin, on les avait presque oubliés, mais les soviétiques, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Et oui, l'armée rouge est encore stationnée en RDA, et Gorbatchev n'a qu'à appuyer sur le bouton rouge pour lancer ses chars à l'assaut de Berlin. Mais l'URSS est dans un tel état que Gorbatchev ne peut de toute façon pas gérer la crise en RDA. Alors, comme les Allemands, les Français ou encore les Américains ont maintenant la certitude que l'Union soviétique ne bougera pas, tout va aller très vite. Début 1990, Hans Modrow, qui vient de succéder à Egon Krenz et qui sera le dernier dirigeant de RDA, décide que le SED n'est plus le parti unique. En mars, la propriété privée est rétablie et les communistes sont battus aux élections législatives. Le 22 août, Berlin-Ouest et Berlin-Est fusionnent et le même jour, le Parlement de RDA vote sa propre dissolution sans même demander l'accord de la RFA. Et le 12 septembre est signé à Moscou le traité qui acte le retrait des troupes soviétiques de RDA, ce qui ouvre la voie à la réunification allemande qui a lieu le 3 octobre 1990. La République démocratique allemande disparaît après 41 ans d'existence, absorbée par une autre Allemagne. Over 1 million people here celebrating a day that they never thought would come, a day in which Germany became one country again. Un an après, emportée par les crises et les divisions, l'Union soviétique s'effondre à son tour et est dissoute officiellement le 26 décembre 1991. La guerre froide est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé ce gros épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'aurais pu encore continuer en expliquant pourquoi est-ce que d'une certaine manière l'Allemagne est toujours divisée, puisque quand on s'intéresse aux statistiques, eh bien on se rend compte qu'il y a encore énormément de différences entre l'ancienne RFA et l'ancienne RDA, que ce soit par exemple au niveau de la religion, puisqu'il y a beaucoup plus d'athées à l'Est, ou bien pour l'accès aux soins ou l'accès au travail. Bref, bien que techniquement à les réunifier, en vérité, il y a encore beaucoup de différences entre Est et Ouest en Allemagne, mais ça c'est vraiment un autre sujet. J'ai aussi fait réaliser, en plus des cartes, quelques choix d'animation en 3D, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puisque peut-être que je referai ça à l'avenir. Comme d'habitude, mais si vous êtes tombé sur ma chaîne, que vous ne connaissiez pas et que ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, c'est un super soutien, on approche lentement mais sûrement des 900 000, donc n'hésitez pas. Encore merci à vous et à la prochaine.